Et c'est vous aujourd'hui, Reed Brody. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes américain, avocat, spécialiste de la défense des droits humains, membre de la Commission internationale de juristes, architecte du procès contre l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré, décédé il y a quelques mois. Et vous avez longtemps travaillé auprès de Human Rights Watch. La guerre en Ukraine a pris un nouveau tournant depuis quelques jours et la découverte de fosses communes et de cadavres jonchant les rues, des villes reprises aux mains des forces russes. Comment qualifie-t-on pénalement les images que l'on voit depuis plusieurs jours? Bon, on est tous choqués, indignés, révoltés par ce qu'on voit. En fait, on est en face de beaucoup de crimes potentiels. Il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité, il y a, selon certains, un génocide. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le crime d'agression. Donc, les crimes de guerre, je pense que c'est une évidence. Quand on voit l'ampleur et des attaques, quand on voit dans chaque incident en soi peut être une fabrication. Chaque vidéo, il faut le regarder, il faut le découper. Mais quand on voit l'ampleur, jour après jour, on peut dire qu'on est en face des crimes de guerre. Un crime de guerre, justement, c'était quoi un crime de guerre? Voilà, un crime de guerre, c'est une violation grave des droits de la guerre. Et en fait, ça se résume à quelques idées. C'est surtout l'idée de distinguer entre la population civile et les cibles militaires. On peut attaquer un soldat. On ne peut pas attaquer un civil. On peut viser une usine de munitions. On ne peut pas viser un hôpital, une maison, un appartement. Ce qui s'est passé à Mariupol, par exemple. Par exemple, on ne peut pas attaquer un théâtre plein d'enfants où il est étiqueté très clairement enfant. Maintenant, chaque incident, évidemment, il faut regarder. Est-ce que cet appartement est à côté d'un objet militaire? C'est un travail de fourmi. Comment fait-on, qui prend du temps? Comment fait-on? Voilà. Parce que la singularité de ce conflit ukrainien, c'est que tout ça se passe sous nos yeux, avec les images que l'on a, un petit peu en décalé en fonction des endroits. Ça a été le cas à Boutcha. Jamais une guerre n'a fait l'objet d'autant d'investigations si rapides, mais comment on fait précisément? Voilà, c'est exactement la question. D'abord, qualifier quelque chose de crime de guerre, c'est 10% du travail, mais c'est déjà un travail en soi. Donc, il faut pour chaque incident qu'on apprécie le contexte. Parce que les dommages collatéraux, une erreur de tir n'est pas un crime de guerre. Il faut qu'il y ait eu intention d'attaquer un objet civil. Donc, on doit découper. Comme vous avez dit, il n'y a jamais autant de preuves. Il y a des milliers d'internautes qui découpent. On voit chaque incident de 10 angles différents. Donc, on peut présumer pour certains incidents qu'il y a eu crime de guerre. Mais ça, c'est une partie du travail. Le plus difficile, c'est d'en déterminer les responsabilités. Voilà, établir la chaîne de responsabilité. Voilà. Qui sont les donneurs d'ordre? Est-ce que c'est quelque chose de calculé? Est-ce que c'est le fait de ci, de là, de soldats, des décisions prises sur le champ de bataille? Ou est-ce que c'est fait plus en amont? C'est ça l'enjeu. C'est ça qui est beaucoup plus difficile. Si on voit un soldat qui tue à bout portant un civil, enfin, tout le crime est là. Bon, il faudrait ensuite identifier le soldat. Il faut ensuite voir si... Parce qu'en Ukraine, et c'est aussi ça complique, c'est la population qui se défend. Donc, quand il se défend avec des armes, il devient des soldats des cibles. Quand on met de l'artillerie à côté d'un shopping, comme c'était récemment le cas, le shopping est atteint, c'est plus compliqué. Mais maintenant, ce qui est encore plus compliqué, c'est les bombardements. C'est des choses
comme vous dites, des personnes qui ne sont peut-être même pas au théâtre de scène. Qui a pris des décisions? À quel niveau? Avec quelle autonomie? Est-ce que ce qu'on voit à Boucha, est-ce que c'était une unité voyou? Ou est-ce que ça suit une logique? Est-ce que ça suit des orientations délibérées? Organisées. Quand on voit, en fait, s'il n'y avait que Boucha, ça pourrait être une chose, mais Boucha, ça suit ce qu'on a vu dans tous les autres théâtres. Et les images que nous, on voit, Vladimir Poutine, il les voit aussi. Ou soit, il décide de ne pas les regarder. Mais donc, quand il y a des crimes, des bavures, ce qu'on devrait faire, un commandant digne, c'est de dire à ses hommes, à ses troupes, non. D'ailleurs, récemment, il y a la publication d'une vidéo qui montre les Ukrainiens qui tirent sur des prisonniers russes de guerre. Alors, la réponse du gouvernement ukrainien, c'était stopper. Nous sommes des civilisés, nos soldats sont tenus par les droits de la guerre, nous allons investiguer. Tandis qu'à Moscou, on dit le contraire. On dit que c'est des fabrications et que ceux qui mettent en accusation seront passibles des... Tout ça, bien sûr, s'inscrit dans un contexte particulier que celui de cette guerre de communication aussi entre les deux camps. Vous avez évoqué un autre point important, qui est ce qu'on appelle le crime d'agression, qu'on appelait avant crime contre la paix. Voilà. De quoi parle-t-on? Qui est compétent pour établir là, pour le coup, les responsabilités? Et est-ce que, à ce titre-là, les autorités russes, quelles qu'elles soient, pourraient un jour être jugées, et si oui, par qui? Voilà. Donc, on a des investigations en cours pour des crimes de guerre, pour des crimes contre l'humanité, qui est un peu la même chose, mais à plus grande échelle, des attaques systématiques et généralisées. Mais ensuite, il y a le crime d'agression. C'est-à-dire le fait d'attaquer un pays sans aucun mandat international. Voilà, exactement. Parce que, selon la Charte des Nations Unies, on ne peut pas attaquer un autre pays, sauf en autodéfense ou suivant un mandat du Conseil de sécurité. Donc, l'invasion d'un autre pays, c'est en fait à Nuremberg, la plupart des dirigeants allemands ont été condamnés pour ce crime-là, qui était considéré à l'époque comme le crime international suprême, qui contenait en eux l'accumulation de tous les autres crimes. Le crime des crimes. Le crime des crimes. Et donc, c'est un crime des dirigeants. Donc, c'est ceux qui contrôlent et qui peuvent décider la politique militaire d'un pays. Donc, c'est des leaders. Ce serait éventuellement le président, les généraux. Maintenant, le problème, c'est que pour le moment, il n'y a aucun tribunal qui n'est compétent. À l'époque de la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis se sont bien arrangés pour que ce ne soit pas un crime dont on parle. Parce que quand même, les États-Unis aussi, on parle de l'Irak, par exemple. Donc d'aucuns parleraient d'un tribunal qui pourrait être exceptionnel, un tribunal ad hoc, sur le type Nuremberg, qui pourrait juger demain, dans quelques mois, quelques années, les responsables. Exactement. Donc, c'est une idée qui a été lancée par l'avocat franco-britannique Philip Sands, qui était un grand ami, qui était notre avocat dans l'affaire Pinochet, et qui était repris par beaucoup de juristes, qui était repris par Gordon Brown, qui était repris surtout par le gouvernement de l'Ukraine. Mais il s'agirait là de créer un tribunal sur mesure, ad hoc, comme Nuremberg a été. À Nuremberg, il n'y avait pas... Il y a le Royaume-Uni, la Russie, enfin l'Union soviétique, la France, les États-Unis. Là, l'Ukraine peut créer... Enfin, l'Ukraine, déjà dans le droit ukrainien, il y a le crime d'agression. Donc, l'Ukraine est compétent. Mais les idées plus avancées pensent que ça pourrait être l'Ukraine, un tribunal hybride avec le Conseil d'Europe ou avec l'Assemblée générale qui se mettrait en place pour juger le crime d'agression. Et là, d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile à prouver. C'est une question de droit. C'est qui est-ce qui, en Russie,
a déclenché la guerre, qui a pris cette décision. Et là, c'est beaucoup plus facile à déterminer. Quid de l'application du concept de la compétence universelle, je me trompe peut-être d'expression, qui a été appliquée dans le cadre de la guerre en Syrie et qui a permis, pour le coup, à certains procès d'avoir eu lieu en Allemagne. Est-ce qu'elle pourrait être appliquée là, dans le cadre de la guerre en Ukraine? Voilà. En fait, là, nous observons qu'en Ukraine, en ce moment, il y a déjà la justice ukrainienne qui enquête pour des raisons évidentes, territoriales. Il y a la CPI, la Cour pénale internationale, qui enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Que la Russie ne reconnaît pas, enfin elle s'est retirée du traité de Rome. Ce qui est aussi intéressant, parce que les États-Unis, qui sont les premiers à soutenir maintenant l'action de la CPI... sont en guerre contre la CPI. Sont en guerre. Et pourquoi ils sont en guerre contre la CPI? Parce que les États-Unis ne reconnaissent pas le pouvoir de la CPI de juger des Américains pour les actes commis à l'étranger, en Afghanistan. Et pourtant, on veut que la CPI juge les Russes pour des actes commis à l'étranger, en Ukraine. De l'hypocrisie. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la justice internationale. Mais il y a quand même, en ce moment, donc, il y a la justice ukrainienne, il y a la CPI, il y a 10 pays, dont la France, qui ont ouvert des enquêtes, soit au nom de cette compétence universelle qui veut qu'il y a des crimes qui ne connaissent pas de frontières, qu'on peut les juger partout, soit au nom, comme c'est le cas en France, de défense de ses citoyens, des Français qui auraient été... Voilà, le parquet antiterroriste a ouvert plusieurs enquêtes concernant des Français qui ont été touchés en Ukraine. Donc, jamais la justice internationale ne s'est mobilisée aussi vite comme en ce moment. En quelques mots, ce dont on parle, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, je crois que vous écartez, en tout cas juridiquement, cette notion. Crime d'agression, ce sont des crimes imprescriptibles. C'est tous des crimes imprescriptibles et donc si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Le temps de la justice aura lieu. Souvent, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique, ce n'est pas le temps de la guerre. Mais elle passera. Je pense qu'avec tout ce qui se déploie en ce moment, je suis optimiste qu'un jour, il y aura des comptes à rendre. Merci beaucoup, Reed Brody, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, spécialiste de la défense des droits humains. Merci encore pour vos réponses.